Aujourd'hui, on se demande si les technologies numériques vont mener les entreprises directement vers l'échec avec notre invité du jour, Philippe Richard Bertrand. Bienvenue à l'épisode 77 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 77. Et aujourd'hui, je reçois un leader reconnu dans l'écosystème des PME québécoises qui m'a été donné de rencontrer l'automne dernier à l'occasion d'une conférence qui a tenu dans un événement pour lequel je figurais au sein des organisateurs. Philippe Richard Bertrand, c'est un entrepreneur en série qui a créé plus d'une dizaine d'entreprises différentes au cours des 20 dernières années. Il viendra aujourd'hui nous parler des technologies numériques et il nous aidera à répondre à la question à savoir si les entreprises sont prêtes à faire face à cette transformation numérique qu'elles devront absolument faire si ce n'est pas déjà fait. Associé et responsable du développement des affaires chez Amplio Stratégie, Philippe Richard Bertrand est un curieux et doté d'une grande capacité d'analyse. Il met d'ailleurs à profit ses talents de vulgarisateur en offrant régulièrement des conférences publiques et privées, en animant des podcasts, à titre de chroniqueur à la radio aussi, quand le sujet de l'entrepreneuriat se pointe dans l'actualité. Alors, pour avoir entendu le sujet dont on va traiter aujourd'hui dans la conférence à laquelle j'ai assisté là, à l'automne dernier, que Philippe est venu nous donner à Granby, justement, au mois d'octobre dernier. Donc, je peux vous assurer que vous allez probablement sortir ébranlé de cette entrevue-là parce qu'il y a des fondements, il y a des choses que vous pensez peut-être déjà en rapport avec l'entrepreneuriat, en rapport avec la relation qu'a la transformation numérique qu'on doit absolument faire aujourd'hui et les entreprises. Et je pense que vous allez sortir avec peut-être des idées préconçues qui étaient déjà vôtres au moment où on se parle, mais qui seront peut-être ébranlées là, à la fin de cette entrevue-là. Je vous rappelle, avant de vous laisser avec l'entrevue avec Philippe Richard Bertrand, les façons de me rejoindre, vous pouvez le faire sur Facebook au facebook.com/M Marco Bernard. Vous pouvez également le faire sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard ou simplement par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, @marcobernard.ca. Et finalement, je veux vous inviter à passer par mon site internet si vous voulez rien manquer des primeurs qu'il va y avoir dans les prochaines semaines. Il va y en avoir énormément, notamment dans 2 ou 3 semaines. Il y aura des grosses annonces qui vont être faites au niveau public et vous allez être sûr de ne rien manquer de ce côté-là si vous passez par la page marcobernard.ca/primeur au pluriel. Ça va être votre façon justement de rester informé de qu'est-ce qui se passe sur marcobernard.ca. Je vous invite à rester des nôtres jusqu'à la toute fin de cet épisode puisqu'il va y avoir une surprise à la fin de l'épisode tout de suite après, dans le fond, l'entrevue avec Philippe Bertrand. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la toute fin pour ne pas manquer cette surprise. Le partenaire de cet épisode est Production Extrême. C'est une entreprise basée à Granby, au Québec, spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Et pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels, en uniforme corporatif, cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ou en Orient. L'équipe de vente a les outils qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'Accélérateur, disponible au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Philippe Bertrand. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir accepté l'invitation sur l'Accélérateur aujourd'hui. C'est très, très apprécié. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation.
Philippe, je te laisse quelques minutes pour te présenter. Je t'ai présenté un petit peu dans l'intro de l'épisode, mais je te laisse 2-3 minutes pour nous faire un topo là, général de ce que tu as fait dans la vie. Là, c'est quoi ton expérience professionnelle? Bien, parfait. Moi, j'ai sorti de l'Université McGill en 1998. J'avais réalisé très rapidement, quand j'étais jeune, à 15-16 ans, que je ne pourrais jamais avoir un boss de toute ma vie. Donc, écoute, j'ai fini en juillet 95, en août 98. Et j'ai bâti tout de suite, lancé ma première business le 4 septembre 98. J'ai été en affaires depuis ce temps-là. Donc, ça fait plus de 20 ans que je suis en affaires. J'ai une carrière un peu différente des autres. Dans mes 10 premières années d'entrepreneuriat, j'ai eu 10 échecs, un après l'autre. Donc, ça a été très, très, très difficile. J'ai décidé pour plein de raisons. Mon père était fils de mécanicien. Mon père, son père à lui était mécanicien dans l'armée canadienne. Alors, mon père me disait toujours, c'est pas vrai que tu vas faire faillite pour entacher le nom que j'ai créé. Alors, j'ai décidé de ne pas faire faillite, ce qui était dans certains cas pas facile. Mon dernière entreprise où j'ai eu la difficulté en 2008, j'avais accumulé pas loin d'1 million de dollars de dettes. Donc, ça a été très, très dur de remonter la côte. Mais aujourd'hui, j'en suis très fier parce que quand je croise des fois des gens dans la rue avec mes jeunes enfants, mes propres enfants, les gens m'arrêtent et ils me disent « Hey, il y a 10 ans, tu nous as tout payé. Puis tu es le seul dans cette année-là qui nous a pas fait une faillite d'en face. » Alors là, souvent, devant mes enfants, je me sens glorifié parce que mes garçons disent « Ah, c'est quoi ça? » Puis là, je leur explique. Puis après ça, j'ai compris à peu près en 2011 qu'une des raisons de mes échecs, c'est que j'étais un très mauvais CEO. J'étais vraiment un mauvais président. OK. Donc, j'ai décidé que la prochaine partie de ma vie, j'allais être un très bon numéro 2. Tu sais, ça peut être quand même, j'ai créé des entreprises, mais je me suis allié avec des partenaires, mais qui devenaient présidents dans ce cas-là. Et j'ai fait 3 grands succès après ça. Que moi, je considère des grands succès, tout est relatif dans la vie. Là. Mais j'ai été capable de faire assez d'argent pour payer mes 7 échecs. C'est ça l'idée. Aujourd'hui, je suis impliqué dans 5 organisations, 2 dans lesquelles je suis à tous les jours, là, donc où je travaille. Les 3 autres, ce sont des investissements. Mais dans les 2 entreprises où je travaille à tous les jours, je ne suis pas le CEO, je suis le numéro 2, je suis le chef de la croissance. Donc, je suis vraiment ancré dans ma place. Puis, la petite dernière qu'on l'appelle en PO-stratégie, bien, on est passé de 3 employés à 21. 21 collaborateurs en 1 an. Donc, on ne chôme pas. On travaille fort. Excellent, excellent. Tu es venu donner une conférence à Granby au mois d'octobre. C'est là que j'ai eu la chance de te rencontrer pour la première fois. Tu nous as parlé, tu nous as vraiment, comme on dit en québécois, tu nous as shaké le pommier, la gang d'entrepreneurs qui étaient assis dans la salle cette journée-là, parce que tu es venu faire vraiment un reality check à tout le monde, de dire on n'est pas prêt à faire face à la technologie dans l'ensemble des entreprises québécoises. On n'est pas prêt dans bien des cas. Puis si on ne se réveille pas maintenant, il va y avoir plusieurs personnes qui sont assises ici dans la salle qui ne seront plus là dans 5 ans, dans 10 ans. Je veux t'entendre là-dessus parce que bon, le monde a complètement changé depuis que c'est disponible, là, l'Internet, la mobilité puis tout ça. Comment tu penses que nos entrepreneurs québécois aujourd'hui sont prêts à faire justement ce mouvement-là vers l'avant? Tu disais, dans ta conférence, tu disais qu'on était plus ou moins prêts, mais jusqu'à quel point, parce que ça évolue extrêmement rapidement, jusqu'à quel point ça évolue, puis où c'est qu'on se situe selon toi là-dedans? Bien, si tu regardes aujourd'hui, prends n'importe quel quotidien, à tous les jours, on parle d'entreprises qui entendent leur transformation numérique. D'entreprises qui commencent à mettre des robots, des entreprises qui commencent à automatiser des processus quand c'est des manufacturiers. Tu sais, il est trop tard. Tu sais, si en 2018, tu penses à te faire un site de commerce en ligne, tu as manqué le bateau, là. Tu sais, on est déjà dans une étape plus loin que ça. Alors moi, je trouve ça drôle de voir tout le monde qui agite le pompon, là, comme les cheerleaders disaient « transformation numérique ». Tu sais, je parlais de ça il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans, c'était d'actualité. Aujourd'hui, si tu n'as pas fait ta transformation numérique, là, pense pas te lancer un site web demain matin. Là. Revois ton modèle d'affaires. On est déjà à l'autre étape. Ceux qui ont mis de la numérisation et de la digitalisation dans leur processus,
ou un site web dans leur usine, aujourd'hui, ils ne pensent pas à la transformation numérique. Ils pensent à renouveler, innover leur modèle d'affaires. Tu sais, je vais donner un exemple super simple. Jacob, tout le monde se rappelle, fleuron québécois du linge pour dames. Ils ont lancé un site web après tout le monde en retard. Ils ont mis 400-500 000 $ dans leur site web quand l'entreprise était déjà à perte, en pensant que ça allait les sauver. C'était pas 400-500 000 qu'il fallait qu'ils mettent dans le site web. Il fallait qu'ils revoient leur modèle d'affaires comme ils n'avaient pas fait leur transformation numérique. Alors là, je vois plein de compagnies qui se garochent à pied ferme avec des gros budgets dans la transformation numérique. C'est pas ça qui est à faire en 2018. Commence par voir ton modèle d'affaires, rétablis les faits. As-tu le bon produit? Tu vends-tu aux bonnes personnes? Tu prends-tu les bons channels pour vendre? Puis une fois que tu as répondu à plusieurs de ces questions-là, là, fais une transformation numérique. Tu sais, Jacob, là, c'était pas le temps de faire un site web, mais pas tout, là. Il perdait déjà de l'argent dans la plupart des magasins. Ce qu'il fallait faire, c'était de fermer des magasins. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont décidé de ne pas faire. Alors, c'est ça qui devient, à un moment donné, et c'est là où, tu sais, le gouvernement a annoncé de l'argent et des fonds pour la transformation numérique des usines, etc. Je trouve juste ça comique. Parce que si tu transformes quelque chose, tu sais, t'as beau mettre des robots dans une usine qui vend le mauvais produit, ils vont juste en produire plus vite des mauvais puis pas les vendre. Exact. Alors, c'est ça le modèle qui marche pas dans les étapes. Si tu compares, on dit toujours que le Québec, on est en arrière de quelques années sur l'ensemble des technologies, sur même les sites Internet, tout ça, on entend ça souvent que le Québec, on est bien en arrière là-dessus. Jusqu'à quel point les entrepreneurs vont tomber dans le panneau? Y a-t-il des problèmes qui sont reliés à ça, du fait qu'on a été à la traîne là, pendant des années, puis qu'à un moment donné, là, on se rend compte que aux États-Unis, ça se fait plus rapidement, peut-être même en Europe, ça se fait plus rapidement, puis là, ben nous, on est là, puis on essaye de catcher up, comme on dit, on essaye de revenir, mais il y a des problèmes flagrants qu'on rencontre. Bien, c'est sûr. Fais juste penser à comment c'est difficile pour un entrepreneur de travailler avec le gouvernement du Québec. Tu sais, j'ai eu un problème la semaine passée. J'ai dû monopoliser une journée entière parce que le registraire des entreprises du Québec ne parle pas à Revenu Québec. Puis Revenu Québec ne parle pas au registraire de façon informatique, là. Puis pourtant, c'est tout en dessous du même ministère, là. Mais ils ont des systèmes séparés. Alors, quand c'est ça ton modèle, que le gouvernement, c'est ce qu'il promouvoit, bien, pense pas qu'il prend des décisions éclairées puis ils mettent l'argent en bonne place. Alors, c'est la même affaire pour des compagnies. Comme ils se font dire, il faut que tu robotises, mais encore une fois, si, admettons, tu es un manufacturier de canaux, tu vas juste faire des canaux plus vite à moins cher, mais tu ne vendras pas plus de canaux peut-être. Alors, c'est là où, moi, je fais juste dire, il est vraiment le temps que le monde réagisse. Puis comme il y a des subventions disponibles du gouvernement, je ne pense pas en revoir ton modèle d'affaires. Je vais mettre 2-3 robots, je vais mettre de l'intelligence artificielle, je vais faire un site web pour exporter. Parce qu'il y a des subventions, puis tu vas payer 30 cents, tu vas te faire subventionner 30 % ou même jusqu'à 50 % de ton projet. Ouais. Mais ça ne change pas ton modèle d'affaires. Encore une fois, prenons Hydro-Québec. Hydro-Québec est dans la crise la plus flagrante et la plus difficile qu'elle va vivre dans les prochaines années. Pourquoi? Les batteries à haute consommation qu'Elon Musk a inventées s'en viennent. Ça veut dire que tu ne vas pas mettre une batterie en arrière de chez vous pour t'alimenter. Puis en plus, Elon Musk a dit « Ah ouais, là j'ai la batterie, il faudrait trouver la source d'énergie. » Il a fait un revêtement de bâtisse, donc du bardeau, en énergie solaire. Alors là, tu conçois ton énergie, tu l'emmagasines. C'est quoi l'actif numéro 1 d'Hydro-Québec? Des barrages. On en vend, puis on est en surplus. Puis moi, je dis ça depuis 3-4 ans. Puis tout le monde me regardait comme j'étais fou. L'ancien président d'Hydro-Québec m'a dit pratiquement que j'étais un hurluberlu là, qui sortait bizarrement depuis 1 mois. Il n'y a pas un article, il y en a au moins minimum 1 par semaine, qui dit que Hydro-Québec est dans un problème énorme. Une impasse, là. Il doit une impasse importante, merci. Alors, c'est pour ça que je te dis, mais imagine le petit entrepreneur à Saint-Éphrem en Beauce, puis lui, il se dit, là, je robotise-tu
ou je revois mon modèle d'affaires. Puis là, le gouvernement, il dit, hey, je vais te donner 30 si tu robotises. Je vais robotiser. Ouais, on va avoir 30 plus pour mon argent. Ben oui, mais la seule affaire, c'est qu'il va produire quelque chose que le monde ne veut peut-être plus. Exact. Il y a plein d'exemples. Puis la problématique qui me fâche le plus, c'est qu'il y a des choses qui sont arrivées dans le passé, que ce soit Kodak dans les années 90, que ce soit Netflix par rapport à Blockbuster. Plein d'exemples où ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'ont pas revu à la base leur modèle d'affaires. Quand tu dis revoir le modèle d'affaires, tout ça, c'est une réalité qui est là présentement, même qui est là depuis plusieurs années. Les entrepreneurs tu donnais l'exemple d'un entrepreneur qui est en Beauce, qui n'a pas nécessairement un chiffre d'affaires de 18 millions par année, puis qui n'a pas nécessairement les fonds nécessaires pour revoir, pour engager, pour aller revoir, parce qu'on s'entend, là, le commun des mortels qui a une petite PME dans le fin fond de la Beauce, il n'a probablement pas les connaissances pour revoir son modèle d'affaires lui-même tout seul. Il va être obligé d'engager quelqu'un comme toi ou comme n'importe qui d'autre pour être capable de réaliser ça. Y a-t-il des étapes qui peuvent être faites, qui peuvent déjà être mises de l'avant de la part de ces jeunes entrepreneurs-là ou de ces entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement les moyens d'engager quelqu'un qui va leur coûter des dizaines de milliers de dollars qui peuvent... Je pense que la première étape pour toute entreprise, qu'elle soit privée, publique, peu importe, c'est de se créer un comité aviseur. C'est d'inviter des gens gratuitement à siéger au minimum 4 fois par année, là, au moins au trimestre. Okay? Des gens qui ne sont pas dans leur industrie, qui vont venir poser des questions. Pourquoi? Moi, j'ai un comité aviseur là, dans mes 2 entreprises. J'ai François Lambert sur mon comité aviseur, Daniel Bastien, qui est un entrepreneur technologique, et Mario Bertrand, qui est mon père. Là, je ne suis même pas gêné de le dire. Et eux, leurs questions, des questions chiantes, là, pas faciles. Pourquoi, Philippe? Tu sais, quand je leur dis « Ouais, mais je fais ça depuis 2 ans. » Ouais, c'est pas une réponse, ça, Philippe. Pourquoi? La raison. OK, tu vends ce produit-là de tant de dollars. Pourquoi tu n'es pas capable de l'augmenter de 30 je pense que mes clients vont mal réagir. Tu penses ou tu l'as essayé? Tu sais, ils me remettent d'en face, là. C'est très, très tough. Ça, c'est la première étape. Comité aviseur pour aller chercher une perspective différente. La deuxième, c'est de faire au minimum, je vais appeler ça une planification stratégique annuelle. C'est de prendre ta garde rapprochée comme entrepreneur, d'aller dans un chalet pour 2 jours, puis décortiquer au tableau. Là, je vois des dessins dans ton bureau, je ne vois pas ce que c'est, mais de décortiquer ta business une par une. L'administration, les opérations, les ventes. Puis une fois que tu l'as décortiqué, de voir qu'est-ce qui ne produit pas de la valeur ajoutée. Ouais. Tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai une business de consultation. OK? Ce qui veut dire qu'on émet des factures, je reçois des factures. Tu sais, la gestion quotidienne est difficile. Bien, il y a un comptable qui s'appelle Raymond Chabot-Grant Thornton qui a lancé un produit qui s'appelle Opério, qui est technologique, qui vient répondre à un besoin spécifique. Ce qui fait aujourd'hui qu'avec eux, je prends des photos de mes reçus, je scanne mes factures, ils font de la comptabilité en temps réel. Sais-tu comment ça m'a enlevé une épine du pied? Parce qu'avant, pour réconcilier 21 collaborateurs avec des comptes de dépenses, des dépenses à facturer, pas facturables, c'était l'enfer. Aujourd'hui, à tous les jours, les collaborateurs prennent des photos de leurs reçus, c'est envoyé dans une plateforme, c'est codé presque en temps réel. 2 jours après, je le vois dans mon système comptable. Alors, tu sais, ça, une automatisation d'un processus, d'un vieux métier qui s'appelle être un commis comptable, ils l'ont automatisé. Alors, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que les entrepreneurs fassent une planification stratégique minimum annuelle, de dire qu'est-ce qu'on peut changer dans notre business puis nos process pour être plus efficace. Parce qu'être plus efficace, c'est être plus profitable. Puis l'oxygène d'une business, c'est de faire des profits, de faire du cash à la fin de l'année. Moi, je ne suis pas gêné de le dire, je suis en affaires pour faire de l'argent. Je ne presse pas le citron de tout le monde. Je pense qu'on a un prix juste pour la qualité des services qu'on émet, mais je dis à chacun de mes clients, il faut que je fasse de l'argent. Si je ne fais pas d'argent, je vais aller vendre. Ma joke souvent, c'est si on ne fait plus d'argent, je vais acheter un Tim Hortons, on va vendre du café. Même si je n'en vois plus, mais écoute. Alors, c'est un peu ça. C'est les 2 conseils. Conseil, comité consultatif, c'est un comité aviseur.
Planification stratégique annuelle. Annuelle. On a fait ça, on est dans le champ. Comment on peut se préparer à l'échec? Parce que je t'ai entendu dire ça, là. On peut se préparer à l'échec. Comment on peut se préparer à l'échec? Ben moi, à chaque fois que je prends une décision d'affaires, à chaque décision que je prends, il faut s'entendre, là, pas si je fais un guess sur 50$, là, mais quand j'ai une grosse décision d'affaires à prendre, j'ai ma feuille de ma décision d'affaires, j'ai réfléchi, j'ai fait les pour et les contre. Tu sais, des fois, là, ça peut être dans le rail de train entre Montréal et Québec, je vais prendre mon cahier, je sais que j'ai 2-3 décisions à prendre, je vais tout de suite me faire un game plan, mais je fais toujours le plan B. Si ça n'arrive pas, je vais donner un exemple, là, on a perdu une soumission avant Noël, on a mis 10 000 $. C'était la première fois qu'on mettait autant d'argent de graphisme dans une soumission. Là. Ouais. Puis, on l'a perdu. Puis, on ne l'a pas perdu parce qu'on n'était pas bon. On l'a perdu par le prix. On était trop cher. Ça m'a encore plus fâché. Mais j'étais prête à perdre 10 000 $. Tu comprends que ça allait assommer ma profitabilité pour ce mois-là. Mais c'était une décision confiante. J'avais toujours mon CNB. Alors, se préparer à l'échec, c'est si ça n'arrive pas, là, tu perds tous tes moyens, tu capotes, tu viens fou, pas capable de travailler 3 jours, ou ça ne veut pas dire non plus d'écrire un plan de 4 pages si tu ne l'as pas. Mais juste de dire, si ça ne marche pas, ça me met-tu à risque? Ça me met-tu la compagnie dans le pétrin? Écoute, si j'avais besoin de 10 000 $ pour faire une paye, puis je l'ai... Tu sais, il faut que tu penses. Tu sais, c'est niaiseux, mais j'aime pas donner cet exemple-là, mais c'est parce qu'il est évocateur. Les gens qui ont des accidents de voiture, et malheureusement, les gens qui prennent de l'alcool et qui font un accident d'alcool au volant, vont plus souvent s'en sortir. Ouais. Souvent, les gens se demandent, le pourquoi de ça, c'est qu'ils sont mous à l'impact. C'est pas crispé. Bon, quand je dis ça aux entrepreneurs, la comparaison est boboche, là. C'est juste que quand tu arrives sur un impact, un échec, si tu es crispé de même, là, c'est la même affaire. Les dommages que ça va faire à ton momentum, à ton âme, à ton énergie. Alors moi, je me fais toujours, si ça n'arrive pas, c'est quoi? Je me fais 3 petits ou à 4 points de dire, si ça n'arrive pas, voici ce qui pourrait arriver. Et c'est tout. Mais il faut se préparer à l'échec. Dans le fond, s'enlever les lunettes roses puis s'assurer qu'on est devant les vraies affaires là, avant d'avancer. Là. Oui, mais tu sais, c'est bizarre. Je parlais avec une autre entrepreneur, il mérite 14 millions de chiffre d'affaires, une maudite belle business. Puis on se disait pas plus loin, en fin de semaine, dans les chaises en ski, on se disait que c'est correct d'avoir les lunettes roses puis vivre au pays des Kalinours. Parce que c'est ça qui... Tu sais, moi, je rêve de gagner, tu sais, comme... Aujourd'hui, j'aimerais ça que le contrat moyen qu'on ait, c'est de 100 000 $. C'est pas là encore. Là, mais même moi, le tiers de ça. C'est déjà bon, le tiers. Mais toute ma vision, c'est de faire, OK, comment je vais faire pour arriver à avoir des mandats à la pièce de 100 000 $. Alors, tu sais, c'est un peu de rêver des pays des Kalinours parce que c'est comme si je dis, je vais augmenter 3 fois mon offre moyenne. Mais ça me garde, ça m'énergise. Faut juste pas que tu te dises, OK, j'ai une offre normale à peu près, c'est 35 000, puis les prochaines que je veux, c'est 1 million. Ça, c'est Kalinours, mais à l'état, tu sais, puissance 10. Ça, c'est cool. Mais il faut garder des lunettes roses, mais il faut être capable rapidement d'être capable de revenir sur le plancher des vaches. OK. Je demande toujours à mes invités, Philippe, de partager avec les auditeurs les ressources qui pourraient leur être utiles. On a parlé de comment là, catcher up, comment revenir à flot, si on peut dire, avec les différentes façons de faire, là, les technologies, puis un peu aussi comment faire nos planifications stratégiques, etc. Y a-t-il des ressources, y a-t-il des inspirations que tu peux partager, que tu dis, si vous allez jeter un œil à cet endroit-là, un livre, un podcast, un blog, n'importe quoi? Il y a un livre, moi, qui a été très significatif dans le métier que j'exerce aujourd'hui. Je vais vous le dire en anglais, c'est Business Model Generation. C'est un livre qui a été écrit par 2 universitaires. C'est un livre qui te permet d'apprendre à décortiquer ta business en 7 à 9 blocs. Okay. C'est un outil de planification stratégique, c'est un outil de lancement de produits qui te permet, sur une feuille de papier, d'être capable de décortiquer tout ce que tu as besoin de réaliser ou tout ce que tu as à faire pour te rendre du point A au point B.
OK. Je pense qu'en français, c'est... Ouais, je pense que c'est Business Model Nouvelle Génération, même en français. Mais livre extraordinaire. L'auteur du livre vient à chaque année au mois de mai-juin au HEC à Montréal pour redonner des formations. Tu sais, c'est un livre qui a été vendu à 5 millions d'exemplaires. OK. C'est extraordinaire. Moi, je l'utilise honnêtement pratiquement toutes les semaines où je suis un client, où je vais parler de son modèle d'affaires. Je retourne dans le livre parce que je sais qu'il y a tel chapitre qui va être important pour lui. C'est juste pour me rafraîchir. Alors, Business Model New Generation, c'est un des très, très BMG. Un bon livre. Je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. On est rendu à la section pour les questions éclair, la pédale au fond. J'ai 3 questions pour toi. La première, c'est quoi ton plus gros défi pour l'année 2018? L'année 2018, on a une entreprise qui s'appelle Univers Interactif. Ce sont des jeux sérieux pour les conseils d'administration et les comités de direction. Donc, on va faire jouer, je vais donner un exemple, je vais faire jouer les gens à gestion de crise. Donc, je vais faire vivre une crise dans un conseil d'administration qui est fictive et on va analyser en temps réel toutes les décisions de chacun des participants pour après ça leur montrer comment ils ont bien ou mal agi. OK. 7 fois sur 10, 7 participants sur 10 se plantent. Oh. OK? Parce qu'ils n'ont pas les habiletés. Donc, c'est pour ça qu'on est là pour les former après. Donc, mon gros enjeu cette année, ça va être de prendre cette business-là et de faire un succès aussi fulgurant qu'on a fait avec Amplio. On va investir au courant de la prochaine année 1 million de dollars dans cette aventure-là. Donc, il faut que c'est une start-up, là. Faut tout est à structurer, là, la finance, les ventes, les brochures, faire Instagram. Donc, ça, c'est mon gros challenge de l'année 2018. Répète-moi le nom encore. Univers interactif. Interactif, OK, parfait. Deuxième question. Tu as fait le choix d'être un numéro 2 dans tes entreprises il y a quelques années et ça a viré de bord ton taux de succès dans tes entreprises. C'était quoi l'élément déclencheur de cette décision-là? J'ai gradué du programme de l'École d'entrepreneurship de Beauce, ouais. Okay, le programme élite qu'on appelle. Et en 2011, j'ai débuté mon programme. J'ai fait 2011-2013. Et en 2011, on a été très choyés parce que j'étais dans la 2e cohorte de l'école. Et je vais appeler ça le président honoraire de notre cohorte, là, de notre classe à nous, c'était Robert Dutton, qui était président de Rona à l'époque. OK. Et Robert m'avait dit le premier week-end, imagine, là, c'est la première fois que tu es là, tu es avec 25 collègues que tu ne connais pas encore. Là. Il m'a dit, Philippe, j'aimerais ça souper avec toi. Puis pendant ce souper-là, il m'a isolé de tout le monde, puis il m'a dit, tu es un très mauvais CEO, puis je vais te dire pourquoi tu ne seras jamais un bon CEO. Okay. Alors, ça m'avait comme tellement rentré dedans, là, mais tellement, sauf que ça faisait du sens. Ça faisait énormément de sens. Alors, j'ai été capable, dès mon retour au bureau, de stepper down dès le lundi comme CEO. Et bizarrement, on a fait un grand succès après que j'ai steppé down comme CEO. Donc, la morale de l'histoire, c'est que je ne suis pas un gars d'opération quotidienne. Je ne suis pas un gars de finance au quotidien. Tu sais, je suis un gars de vision, je suis un gars de partnership, je suis un gars de vente, je convainc les gens. Donc, ça, c'est mon talent. Ça l'a toujours été depuis que je suis très jeune. Ça ne veut pas dire que je ne comprends pas la finance. Ça ne veut pas dire que je ne comprends pas les opérations. Ouais. Je ne peux pas les gérer. C'est ça la grande différence. Alors aujourd'hui, je m'efforce, puis mes partenaires d'affaires me mettent dans le bon petit carré de sable, aux ventes, aux partenariats stratégiques. S'il faut aller convaincre, par contre, la banque de nous prêter de l'argent, c'est moi, là. S'il faut... mais je suis mis dans un élément où je n'ai pas à expliquer les états financiers. J'ai un partner qui fait ça, etc. Donc, c'est ça la grande chose que j'ai réalisée, c'est que quand on te met où tu as des forces, c'est là où tu peux faire de grandes choses. Okay. Donc, c'est de maximiser mon talent. C'est bien, par exemple, de pouvoir compter sur quelqu'un qui est capable de nous mettre à notre place, on peut dire, là, qui est capable de nous ramener. C'est estimable, ça, là. Oui, mais honnêtement, il y a plein de tests qui existent sur le web, certains gratuits, d'autres payants, là, mais des tests de personnalité. Okay. Moi, je suis fier. J'ai toujours été contre ça. Là. Quand j'étais jeune, on me disait là, hey, Philippe, tu vas faire un test psychologique, je capotais, je rouspétais. Mais aujourd'hui, comme adulte, j'ai 41 ans, j'en ai fait plusieurs depuis plusieurs années.
Mais j'ai fait de ces tests-là pour voir c'est quoi mon talent. Okay. Parce que nos talents, tu les as. Ta personnalité, c'est pas mal formé à 9 ans. Alors, tu sais, si t'es brouillon à 9 ans, là, puis qu'on travaille sur le fait de te rendre structuré, ça va te prendre un effort surréel de surpasser ça parce que c'est que t'es de même depuis que tu as 9 ans. C'est mieux de t'appuyer sur tes forces. Alors, moi, je urge les entrepreneurs. Allez faire un petit test, le Strength Finder, le MBTI, il y en a plein. Là. Parce que ça va te donner qui tu es réellement puis où mettre tes efforts. Tu sais, si tu haïs la comptabilité, tu t'en vas comme comptable, là, peut-être pas la bonne affaire. Définitivement. Dernière question. Ton père, un jour, t'a donné un conseil de dire « Tu ne feras jamais faillite parce que tu ne saliras pas mon nom ». As-tu donné le même conseil à tes 2 fils? Hey, c'est super drôle. Tu sais, mes garçons, 11 et 8 ans, c'est 2 petites machines, 2 tannants, mais tu sais, 2 tannants dans les 5 premières classes, les 2. Donc, tu sais, c'est encore plus rager prof. Mais le seul conseil que je vais leur dire, c'est de vivre avec passion puis de faire ce qu'ils aiment dans la vie. Moi, souvent, je me suis retrouvé entrepreneur, dans des business que j'aimais pas tellement, mais qui allaient bien. Je faisais beaucoup d'argent, mais j'étais malheureux à tous les jours. C'est pas mieux. Non. Parce que ce qui est le plus dur de garder, c'est la flamme intérieure. Alors, tu sais, j'en ai un garçon que je pense qu'il pourrait se retrouver comme un entrepreneur, celui de 11 ans, parce qu'il est vendeur, il est négociateur, il est brillant, il est allumé. Donc, peut-être. L'autre de 8 ans, tu sais, il y a 8 ans, donc je peux pas me fier à tout, là, mais je vois déjà qu'il est plus bohème, il est très artiste, très bon de ses mains, ce qui est bizarre parce que je peux pas être de planter un clou. Puis il tripe sur la cuisine, puis il n'arrête pas de dire qu'il veut devenir chef. Alors, moi, je l'encourage, je l'ai inscrit à 2 cours de cuisine cet été, 2 camps de cuisine cet été. J'ai menti sur son âge pour qu'il puisse, parce qu'avec les couteaux, mais il tripe, il a son tablier, puis quand j'arrive à la maison, puis on fait super ensemble, c'est sûr qu'il vient m'aider. Alors vraiment, le seul conseil, c'est vivre avec passion, puis faites ce que vous aimez dans la vie. Donc, on oublie le concept de faillite dans le passage d'une génération à l'autre chez les... Non, bien, comme je te dis, j'espère continuer sur la bonne voie avec le nom que mon père a créé, Famille Combat. C'est sûr que je vais les avoir à l'œil, puis effectivement, je ne voudrais pas qu'ils fassent faillite. Mais tu sais, sans banaliser la faillite, il y a une trentaine d'années, c'était très grave. Enfin, ça demeure très grave, tu sais. Mais je vais te dire que puis ça me semble plus accepté qu'il y a 30 ans. Ouais. Je ne sais pas que c'est la chose à faire, mais tu sais, des fois... Ici, au Québec, c'est effectivement. C'est ça, je te dis. Bon, mais je préférais qu'il ne le fasse pas, mais mon père, moi, a été très, très gentil. Écoute, il a accepté de devenir le président de notre comité aviseur. C'est notre première expérience de travail ensemble. Très généreux de sa personne, mais il a été très strict avec moi. C'est sur des valeurs profondes de partage de ta richesse. Occupe-toi des autres. Si tu donnes un contrat à quelqu'un, paye-les. Ça va peut-être prendre 1 an, Philippe, si tu es dans la merde, mais paye-les. Oui, c'est ça. C'est le respect, je pense. Le respect. Des valeurs qui suivent, c'est ça. Philippe, un gros merci. Merci à toi. Très, très apprécié. Je pense que les auditeurs vont avoir apprécié aussi. Je pense qu'on va leur avoir donné aussi un reality check par rapport à où on s'en va, c'est quoi la suite des choses là, pour l'entrepreneuriat au Québec. Toi, dans ton cas, les prochaines semaines, prochains mois, qu'est-ce qui se passe de bon? Comment est-ce que ça se déroule? Regarde, je prends 2 semaines de vacances méritées bientôt. Je m'en vais en ski à Sutton? Non, ça c'est avec les enfants le week-end, mais là, je m'en vais en Asie. Je m'en vais voir une autre culture. Premier voyage un peu pack-sac pour moi de toute ma vie. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de décrocher totalement, me ressourcer. Mais puis 2018, écoute, 14 heures par jour du lundi au vendredi. C'est ça la vie. Et mais voilà. je l'aime. J'adore ce que je fais. J'ai pas l'impression de travailler 2 minutes. Ça paraît quand tu le livres, Philippe. Ça paraît quand tu nous parles, ça paraît que tu aimes ce que tu fais. Merci. Merci, Anne, de l'invitation. Un gros merci à toi, puis on se reparle bientôt. Bye. Ciao.